Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 octobre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. À la une ce soir, la police de Bar-le-Duc a démantelé un trafic de drogue de plusieurs centaines de milliers d'euros. Au total, 11 personnes ont été interpellées. C'est une première en Meuse, la ville de Bar-le-Duc a organisé un baromètre, une journée de réflexion et de projection pour améliorer l'attractivité de la ville. Dans la Marne, le pavillon principal de l'abbaye de Trois-Fontaines a désormais une toiture flambant neuve. Fini les tuiles trouées, place à de belles écailles bleues, vous le verrez. Enfin, Manon Collinet nous partagera à la fin de ce journal les événements du week-end au programme sport, humour et exposition. Après plusieurs semaines d'investigation, les policiers de Bar-le-Duc ont interpellé ce lundi 14 octobre 11 personnes, dont 2 mineurs, pour leur implication dans un trafic de drogue. Lors des perquisitions, un pistolet 9 mm, 150 grammes de stupéfiants et près de 17 000 euros ont été saisis. Ce trafic générait 200 000 euros de bénéfices et était en réalité piloté depuis la maison d'arrêt de Nancy par un détenu barisien condamné en avril dernier. À l'issue des gardes à vue, les 4 principaux protagonistes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Un article complet est à retrouver sur notre application mobile et notre site internet puissancetélévision.fr. Toujours à Bar-le-Duc, la ville a organisé ce jeudi une journée baromètre. Au programme, table ronde, échanges et propositions pour améliorer l'attractivité de la commune. Les détails avec Gaël Bossu et Paul Deswatines. 200 acteurs meusiens, 4 spécialistes du monde rural et des dizaines de thèmes de discussion. Ce jeudi à Bar-le-Duc s'est tenue la première édition du baromètre, une journée de réflexion et de consultation des acteurs économiques du territoire. L'objectif, construire un projet collectif. C'est l'occasion de réunir un certain nombre de personnes d'univers tout à fait différents pour écrire, on va dire, une nouvelle histoire à Bar-le-Duc et sortir un peu de de cette timidité que nous avons et leur dire oui, c'est possible, on peut avoir des objectifs nettement plus importants que ce que nous avons. Tout seul, on peut poser des objectifs, mais il faut aussi attirer la confiance. Et la confiance, elle se bâtit dans des monuments comme ça, sur des échanges, sur de la connaissance meilleure qu'on a de l'autre. Et on peut à la fois bâtir sur le futur et se servir de l'autre pour échanger. La matinée était consacrée à une table ronde autour de la question « Comment réinventer un territoire en décroissance ?» Cette problématique touche de nombreuses villes françaises, souvent délaissées ou endormies. Il y a le défi de l'attractivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population française qui cherche ce genre de ville. Mais elles sont assez exigeantes sur ce qu'elles attendent, hein, les enfants, le boulot, etc., etc. Donc ces villes doivent évidemment se dynamiser sur cet aspect-là. Et puis en plus, il y a cette réputation de Bar-le-Duc ou absence de réputation de Bar-le-Duc. Donc on se dit, il y a un défi. Et ma balade en ville hier pour regarder, sentir le terrain, on imagine un tel potentiel. Donc je me dis, bah oui, c'est top et j'ai envie d'y être. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un ou un groupe d'individus se pose la question de ce qu'il pourrait faire. Non pas pour sauver le monde, mais pour agir à son échelle, que ce soit en se rendant disponible pour une association, en créant une entreprise, ou quand on est élu, de donner l'impulsion à quelque chose. Tout part de là, et puis ensuite du fait de réunir les gens, comme aujourd'hui, pour dire qui peut agir et qui peut contribuer à ce que le projet advienne. Les invités ont ensuite réfléchi à différents projets lors d'ateliers participatifs. Reste à les concrétiser pour que Bar-le-Duc et ses habitants puissent en profiter. Direction la Marne à présent où les rénovations de l'abbaye de Trois-Fontaines avancent. La toiture du monument a été reconstituée. Cette restauration a été possible grâce au loto du patrimoine et les 97 000 euros alloués à ce monument du XIIe siècle. Un reportage de Léo Martin et Gaël Bossu. Il s'est refait une petite beauté. Le pavillon principal de l'abbaye de Trois-Fontaines a désormais une toiture flambant neuve. Fini les tuiles trouées, place à de belles écailles bleues. On remplace les matériaux de couverture, mais la structure en elle-même est conservée. On préserve un maximum de ce qu'on appelle la matière. Donc on va faire des greffes sur les parties qui sont dégradées par l'eau, au sud des infiltrations. Donc les travaux se sont déroulés sur 2 phases. Donc on a fait le pavillon côté entrée qui représente 1/3 en 2016 et 2017. Et après 2019-2022, avec le Covid, on a fait la deuxième partie. À l'intérieur aussi, le chantier était colossal. Toute la charpente du pavillon, datant de plus de 300 ans, a été analysée. Les parties les plus fragiles ont été remplacées. On a été obligé de changer toute la volige. La volige, c'est toujours un bois de résineux qui est fragile. En revanche, les chevrons en chêne ont été conservés. Et ponctuellement, on en a changé quelques-uns. On a changé des jambettes comme ici, comme là, pour les coyots.
qui sont en fait des ruptures de pente importantes pour la forme de la toiture à l'extérieur. Ce chantier titanesque a été rendu possible grâce à la mission du patrimoine et son fameux loto soutenu par Stéphane Bern. L'abbaye a reçu un chèque de 97 000 € en 2021, une opportunité rêvée pour les propriétaires du site. Donc on avait déjà investi sur des fonds personnels pour la première tranche. Voilà, donc on l'avait fait parce que c'était urgent et nécessaire. Néanmoins, voilà, on arrivait à un moment où s'il avait fallu investir à fond tout l'ensemble sur des fonds personnels, ça aurait été très compliqué. Une grande aventure dont on verra sûrement pas la fin, c'est aussi ça le jeu. Clairement, c'était le premier pas et c'était surtout le pas le plus dur, je dirais. Il fallait commencer, maintenant on a acquis des connaissances, on sait comment ça fonctionne, on est très motivé, donc on attaque la suite. 2 parties de l'abbaye sont encore à rénover. Les travaux ont donc déjà commencé sur les pavillons du XVIIIe siècle. De l'autre côté, l'abbatiale, érigée en 1118, montre des signes de vieillesse. Certains endroits sont même fragiles et dangereux. Je pense qu'on va essayer de suivre et d'accompagner la famille pour remettre en état, ou tout au moins préserver et de remettre en valeur cette architecture. Prochaine étape de rénovation, l'abbatiale, le cœur de l'abbaye. L'objectif est de sécuriser l'endroit pour réouvrir ce joyau au public. Et tout de suite, on voit ensemble que faire ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. Alors des événements sont-ils prévus ce week-end? Où as-tu prévu de nous emmener? Eh bien oui, le territoire est encore bien animé. Partons à Longeville-en-Barrois où la mobilisation pour Octobre Rose ne faiblit pas. Vous pourrez participer à un parcours familial de 5 km ou si vous êtes d'humeur plus sportive, à un parcours randonnée de 12 km. L'inscription est au tarif de 3 €. Les recettes seront reversées à la Ligue contre le cancer. Mais attention Nicolas, si tu souhaites y aller, n'oublie pas ton dress code rose puisqu'il est exigé. Je le prendrai, promis. Et si on aime le sport, mais qu'on préfère le regarder? Eh bien, je vous conseillerais d'aller voir un match de volley-ball à Chaumont, puisque le CVB 52 accueille le Tour VB au sein du complexe Palestra. Joseph Worsley et ses coéquipiers batailleront pour vous offrir une première victoire à domicile. Le coup d'envoi est prévu pour ce vendredi 18 octobre à 20 h. Merci Manon pour ces idées sportives. Maintenant, on part dans la Marne à Vitry-le-François pour découvrir une exposition culturelle sur l'Indochine, il me semble. Oui Nicolas, pendant un mois, la salle du manège se transformera en un véritable musée dédié aux services de santé militaires. En Indochine, de 1858 à 1956, plus de 600 objets sont exposés, tels que des mallettes de secours et des affiches. Organisée par la ville et l'ACAPSA, l'exposition est accessible moyennant 3 €. Un reportage de Théophile Aubrio et Céline Moreau. Un siècle d'évolution de la médecine militaire en Indochine. Cette collection de plus de 600 objets retrace l'histoire. Nous vivons dans l'espace d'après Deuxième Guerre mondiale où le service de santé voit tous ces établissements qui étaient chargés de produire du matériel, de fabriquer des médicaments, complètement détruits. Le public peut y découvrir une histoire méconnue à travers des photos, des affiches et plein d'outils et de pièces caractérisant la médecine de guerre. Durant son parcours, le visiteur est plongé dans un environnement immersif grâce à ce décor naturel de rizières et les sons de la jungle indo-chinoise. On aborde dans un premier temps la faune, la flore qu'ont découvert les gens dans les années 1858. Ensuite, on explique la partie conquête, donc de la Cochinchine, de la Nan, du Tonkin, et après les évolutions très rapides des soins. Imaginée par la ville et l'association Contribuer et Agir pour le patrimoine santé des armées, l'exposition se veut accessible au grand public. Des visites guidées sont aussi organisées. Et moi, j'ai des camarades qui sont allés leur faire une présentation aux États-Unis et on leur a vendu donc 50 chirurgicales aérotransportables. Inspirée des recherches de l'historien Bernard Sartori sur l'Indochine, cette exposition présente 4 services de santé, des sanitaires aux auxiliaires. Chaque détail est conçu pour plonger le public au cœur de l'histoire de cette guerre. Les personnes qui sont là, les bénévoles qui sont vraiment bien investis dans leur mission d'expliquer les horreurs de la guerre, ce qui s'est passé, puis comment le corps médical arrivait à soigner bon gré mal gré tous les militaires.
Donc ouais, très bien. L'exposition reste accessible tous les jours jusqu'au 5 novembre. Les week-ends, des conférences sont organisées avec des archéologues qui travaillent encore sur les anciens champs de bataille d'Indochine. Une exposition éphémère donc à ne pas manquer. Il me semble qu'on reste dans la culture pour la suite, Manon. Oui, cette fois-ci, on va à Saint-Dizier pour découvrir le spectacle de Fred Radix. Dans ce spectacle d'humour musical, il ose tout et donne vie à un spectacle virtuose entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet. Il casse ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. Accompagné de son quatuor à cordes, le siffleur interprète les plus beaux airs de la musique classique. Regardez cet extrait. Attendez, oulala. Merci. Mettons les choses au clair pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, mais... Et c'est donc à retrouver au théâtre de Saint-Dizier. Je crois qu'on termine, Manon, sur un événement également culturel. Oui, un événement culturel et encore une fois du classique avec Secrets du ballet. Comme son nom l'indique, on part dans un voyage virtuose à travers les secrets des plus grands ballets. La compagnie 3e étage se produit samedi 12 octobre au Fuseau. Écoutez. Plié, grand jeté, pas de deux, la danse classique est une des disciplines artistiques les plus complexes. Souvent considérée comme le sport de l'élite, Samuel Murez et sa compagnie 3e étage veulent déconstruire les a priori et ouvrir la danse à ceux qui n'y sont pas familiers. Cet objectif était essentiel pour le directeur artistique qui a d'ailleurs fondé la troupe 3e étage, composée de danseurs de l'Opéra de Paris, en 2004. Pour lui, c'est le meilleur moyen de transmettre l'héritage qu'ils ont reçu de la danse à travers la France et les générations. Un spectacle au style décalé et à l'humour subtil qui vise à casser les codes et s'ouvrir aux autres. Ce samedi 12 octobre, la troupe s'est produite sur la scène des Fuseaux à Saint-Dizier. Les 10 danseurs présents sur scène retrouveront le chemin vers les salles de spectacle une vingtaine de fois cette année, petites et grandes salles mélangées. Le spectacle qu'on donne ce soir s'appelle Secrets du ballet. C'est l'épisode 1, c'est comme une série télévisée, sauf que c'est des spectacles, il y a plusieurs épisodes. Là, c'est le premier épisode. C'est un spectacle qui parle de l'univers de la danse classique, mais qui l'ouvre très largement à tous les publics qui soient connaisseurs ou novices complets. L'univers du ballet classique, c'est quelque chose qui peut être assez codé. Et notre idée, c'est, nous on vient donc de l'Opéra de Paris, c'est d'aller un peu partout et d'amener les gens dans ce monde. Un sujet signé Célia Richard. Merci beaucoup Manon pour toutes ces infos. On te retrouve jeudi prochain pour de nouvelles idées sorties. Merci beaucoup, bon week-end et à jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain, suivies de l'agenda. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.